Bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Le Retour au réel. Je suis Victor Aubert, je suis un jeune père de famille de 34 ans, père de 3 enfants. J'ai enseigné la philosophie pendant 8 ans, je pourrais me définir de cette manière comme un éducateur, quelqu'un passionné de transmission, et également un entrepreneur. Alors pourquoi ce podcast ? Eh bien je l'ai fait selon les recommandations d'un ami, qui m'expliquait que le podcast devenait un média, une forme d'expression de plus en plus pratiquée, en tout cas outre-Atlantique, et qui allait le devenir en France. Et il m'a suggéré de me lancer dans cet exercice qui est assez original parce que parler seul face à un micro, c'est quelque chose dont je n'avais pas forcément l'habitude. Et voilà, je vais me lancer dans ceci. Vous m'excuserez déjà peut-être des débuts laborieux. J'essaierai de m'améliorer d'épisode en épisode. Alors pourquoi justement se lancer là-dessus ? Eh bien, l'objectif est de parler à une communauté de personnes qui seront intéressées, suivront ces podcasts. Il n'y a pas forcément de cible idéale et d'emblée définie, mais je pense que ce podcast intéressera tous ceux qui se posent à la fois des questions autour de la foi, de la spiritualité, de l'enracinement, de leur mode de vie. Mon objectif, c'est simplement de vous soumettre des réflexions, de partager avec vous des expériences, des conseils, et surtout, ultimement, c'est la finalité de ce podcast, vous inviter à mener une vie qui soit la plus cohérente et enracinée possible. Alors, de quoi je vais vous parler dans ce podcast ? Déjà, je vais prendre le pas inverse peut-être d'une tendance de société contemporaine qui est de parler d'actualité. Aujourd'hui, je le confesse, ça m'arrive à moi aussi, on se repaît devant des chroniques un petit peu macabres. J'aime beaucoup les analyses politiques d'un Mathieu Bock-Côté ou d'une Charlotte Dornelas sur CNews, mais il est vrai que tout cela finalement nous maintient dans une forme de morosité, de critique perpétuelle, et que cette critique perpétuelle finalement ne produit pas grand-chose. Et je voudrais prendre avec vous un exemple qui est donné dans les thématiques du développement personnel, entre ce qu'on appelle le cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Alors qu'est-ce que c'est que le cercle des préoccupations ? C'est tout simplement, on pourrait dire aujourd'hui, le grand remplacement, c'est la guerre entre Israël et Palestine, c'est la crise écologique, c'est la crise économique, c'est l'effondrement à venir. C'est finalement tout ce qui touche notre société, c'est ce dont les médias parlent en permanence, mais c'est tout ce sur quoi finalement nous n'avons pas les moyens d'agir directement. Et puis il y a d'autre part le cercle donc d'influence, c'est tout ce sur quoi je peux agir ici et maintenant. Dans mon cercle d'influence, eh bien déjà je peux commencer par faire mon lit le matin. Je peux commencer par ranger ma chambre, je peux commencer par prendre soin de ma santé physique et mentale, je peux commencer par prendre soin de mes proches, etc. etc. Alors certaines mauvaises langues peut-être diront mais qu'est-ce qu'il raconte Victor Aubert ? Il est en train de nous dire que en gros il ne faut pas le grand remplacement n'est pas une réalité, que la crise écologique n'est pas une réalité, que tous ces problèmes-là finalement sont vains et qu'il faut finalement fermer les yeux, ne pas les regarder. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, je pense qu'il y a une utilité dans les médias, dans le fait de dénoncer effectivement tout un certain nombre de choses qui ne vont pas dans notre société. Mais je pense que si on se focalise uniquement là-dessus, c'est-à-dire sur l'actualité, sur le commentaire finalement de l'actualité, bien finalement à un moment donné on risque de finir tout bêtement par se tirer une balle parce que à force de voir une attaque au couteau matin, midi et soir dans chaque ville de France, il n'y a plus vraiment d'espoir. Donc le but de ce podcast, c'était un petit peu justement de changer d'horizon, d'une certaine manière de vous redonner de l'espoir, et d'essayer de voir ce que l'on peut changer concrètement dans nos vies, ici et maintenant. Et donc pour cela, il faut sortir effectivement de l'actualité chaude. Alors il m'arrivera sans doute peut-être de commenter à l'occasion tel ou tel fait de société qui peut être préoccupant. Mais je voudrais d'une certaine manière que peut-être ces podcasts puissent être des outils qui puissent être réécoutés. Et là, nous sommes en janvier 2023. Et bien, j'espère peut-être qu'en janvier 2033, si l'électricité et Internet existent encore, et bien que ce podcast puisse toujours trouver un certain intérêt
pour ces auditeurs. Je compte aussi sur vous et sur vos retours pour me faire part finalement de sujets, de commentaires, de critiques par rapport à ce que je vais dire. Je me prétends pas finalement apporter, être un maître, je ne voudrais surtout pas occuper la place du gourou. Je veux simplement voilà, partager avec vous, parce que voilà, plusieurs personnes m'ont fait cette demande, des expériences et des réflexions voilà, que je vous soumets, et après à vous d'en faire d'une certaine manière ce que bon vous semble. Alors, d'autre part, dans cette dimension justement très contemporaine de regarder un peu l'actualité et de s'abîmer en quelque sorte un petit peu l'âme avec des faits divers macabres, il y a une belle phrase de Nietzsche qui dit « Si tu regardes l'abîme, alors l'abîme regarde en toi ». Et c'est vraiment en fait cette idée qu'à force finalement de regarder en permanence les tweets de F de Souche, et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de décrire un travail sérieux qui est fait depuis très longtemps sur les dégâts et les dangers qui peuvent être liés à l'immigration. Mais il s'agit surtout en fait de comprendre que tout cela, à la fin, nous pourrit en quelque sorte de l'intérieur et nous stérilise, nous incapacite en quelque sorte. Donc, je voudrais essayer de partager avec vous que pour essayer de changer les choses, pour essayer de retrouver de l'espoir, il faut d'une part réfléchir à ce que l'on peut faire, et pour réfléchir à ce qu'on peut faire, il faut essayer d'une certaine manière déjà de sortir des schémas qui sont un petit peu, qu'on pourrait qualifier de schéma monocausal. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma monocausal ? C'est qu'on explique tout finalement par une seule cause et unique, qui est un petit peu une simplification du réel. Et on réduit, j'en sais rien moi, par exemple, tous les problèmes au capitalisme, tous les problèmes à l'immigration, tous les problèmes à l'islam, en oubliant finalement que le réel est complexe. Et ce sera aussi la raison pour laquelle ce podcast s'intitule « Retour au réel », c'est d'accepter le réel dans sa complexité, d'accepter que la vérité avec un grand V, c'est-à-dire la vérité dans son ensemble, la vérité comme un absolu, elle est inatteignable ici-bas, et que nous sommes obligés en quelque sorte d'avancer à tâtons, d'écouter les uns et les autres, d'analyser finalement différents facteurs pour essayer de rendre compte le mieux possible des aspérités du réel. Et puis la deuxième chose, pour essayer de réfléchir positivement à ce que l'on peut faire, c'est d'accepter notre relative impuissance. Notre relative impuissance. Alors je sais que ça peut paraître frustrant pour certains qui pensent effectivement que nous devons absolument ne pas renoncer à promouvoir je ne sais quel thème politique, que ce soit la remigration ou autre chose. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ça n'a aucun sens, je suis simplement en train de vous dire que il faut accepter, il faut acter d'une certaine manière que chacun de nous, individuellement, nous n'avons que peu de prise sur le réel. En fait, je reviens toujours à mon idée des cercles des préoccupations et des cercles d'influence, nous avons des prises sur le réel qui nous entoure, sur celui qui est immédiatement à côté de nous. Moi, toujours quelque chose qui me... Enfin, c'est pas forcément que ça me fait rire, mais qui m'inquiète en tout cas, ou qui me préoccupe, qui m'interroge, c'est quand je vois des personnes qui se prétendent, on pourrait dire, militantes, qui se prétendent finalement critiques de la société moderne, du déclin, promouvoir un certain idéal de vie, et lorsqu'on arrive chez elles, on voit un appartement qui est un intérieur qui est mal tenu, en désordre, sale, etc. Alors, je dis ça, maintenant plus personne n'osera m'inviter chez lui, et je juge pas, hein. On a tous parfois évidemment des modes de vie qui font que on passe énormément de temps au travail, où nos enfants salissent en permanence la maison, on n'a pas le temps de tout ranger, tout faire, évidemment, et il ne s'agit pas ici de juger qui que ce soit, mais simplement qu'en fait, en réalité, ce que nous pouvons faire commence finalement par déjà nous-mêmes, et par les choses les plus proches de nous. Et qu'en fait, on ne peut pas prétendre vouloir changer le monde si on n'essaye pas de mettre un petit peu de cohérence dans sa propre vie. Alors, encore une fois, je ne prétends pas être un maître
en cohérence. Ceux d'entre vous qui me connaissent de près savent que je suis loin d'être un exemple, d'être quelqu'un de parfait, j'ai pu décevoir sans doute beaucoup de mes proches au cours de mon existence. Mais malgré tout, en fait, finalement, on est tous logés à la même enseigne, donc il ne s'agit pas de battre sa coulpe et de se noircir plus que l'on est. Il s'agit simplement de s'accepter comme on est et de se dire, enfin, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, qu'est-ce que je peux chercher en termes de cohérence. Alors, je ne suis pas en train de vous faire un podcast purement et simplement de développement personnel. On essaiera d'aller plus loin ensemble, d'aborder des thématiques en lien à la fois avec le christianisme, la foi, Dieu, l'Église, des thématiques philosophiques puisque c'est ma formation initiale, et puis voilà, par rapport à vos questions, j'essaierai d'aborder des conseils et vous faire part de mon expérience. J'inviterai également dans ce podcast différentes personnes, que ce soit des amis proches, des personnes qui ont des témoignages intéressants à partager, mais j'essaierai aussi de varier les invités pour que justement pouvoir apporter un peu le maximum de diversité et essayer de se renouveler un petit peu au fur et à mesure des épisodes pour essayer de faire des choses intéressantes et qui peuvent vous apporter des choses. Je vais essayer dans ce podcast, avant tout, de vous parler de choses qui vous touchent dans votre quotidien. Avant de partir sur des grandes abstractions philosophiques, de réutiliser d'une certaine manière peut-être des cours ou des notions de philosophie que j'ai pu enseigner, je pense que ce sont des choses peut-être, les notions de philosophie qui seront à glaner au fur et à mesure des épisodes. J'évoquerai évidemment des concepts, peut-être des auteurs, des citations, mais je ne veux pas finalement faire un cours en ligne. Je vous recommande, si vous vous intéressez à la philosophie, les excellents podcasts du Précepteur, qui fait ça avec un immense talent de pédagogue. Mais si je me lançais là-dedans, je pense que ça ferait doublon et que je n'ai sans doute peut-être pas le talent de cet homme. Je vais plutôt partir de sujets de discussion qui peuvent être les vôtres, les miens, lorsque je suis entouré d'amis, de camarades, de sujets de discussion récurrents qui peuvent être justement sur le choix d'une ville pour s'installer. Pour ma part, j'ai fait le choix de quitter Paris à 8 ans et de m'installer dans une toute petite ville de province. Mais parler aussi donc des choix de vie que sont le mariage, que sont le célibat, la vie de famille, même également le sacerdoce, la vie religieuse. J'évoquerai avec vous aussi les choix professionnels, comment d'une certaine manière chercher aussi dans cette dimension de cohérence, une cohérence entre ces aspirations, on pourrait dire, spirituelles, éthiques, morales et le choix d'un métier. Les engagements militants, la vie communautaire, l'amitié, et puis voilà, tous les autres sujets qui pourront être pertinents à l'horizon 2030. Peut-être ce que je voudrais évoquer aussi, ce sont peut-être quels sont, selon moi, les engagements militants et professionnels qui me semblent être plutôt porteurs d'avenir sur les années qui sont devant nous. Je vous ferai part aussi dans ce podcast, j'essaierai d'être le plus moi-même, sans jouer un rôle. Je sais que c'est difficile finalement quand on fait cet exercice qui peut ressembler à certains égards à un journal intime, à ne pas justement trop rentrer peut-être dans l'intimité, mais d'essayer d'être assez franc, naturel, pour ne pas en quelque sorte m'inventer un personnage qui risquerait finalement de vous vendre du rêve, mais ne pas être à la hauteur dans la réalité. Et pour ça, j'essaierai de vous faire part des échecs et dans les exemples que j'essaierai de vous présenter, ou les conseils, les recommandations pratiques, de ne pas évoquer des choses que je n'ai pas réussi moi-même à faire, à mettre en place dans ma propre vie. Donc comme je vous disais à l'instant, l'objectif de cette émission, c'est avant tout de vous inviter à mener une vie chrétienne et enracinée, cohérente. Alors pourquoi je parle de cohérence ? C'est une évidence et c'est extrêmement bateau, mais chacun d'entre nous, tout homme,
finalement à une aspiration profonde, à ce qu'on appelle le bonheur. C'est déjà ce que disait Aristote. Hein, et Pascal disait que même ceux qui vont se pendre, finalement, c'est parce qu'ils cherchent à leur manière le bonheur, tout simplement parce que lorsqu'on se suicide, finalement, on tente à échapper à un malheur. On imagine finalement trouver dans la mort peut-être un lieu dans lequel nous serons soulagés de nos peines, de notre déshonneur, de nos difficultés. Mais la difficulté dans la recherche du bonheur, c'est que nous sommes des êtres tiraillés. Alors on est déjà tiraillés parce qu'on est divisé par les différentes activités, les différents lieux dans lesquels nous exerçons une activité. Ça peut être à la fois la vie professionnelle, la vie conjugale, la vie sentimentale, la vie amicale, la vie sociale. Et toutes ces facettes, en quelque sorte, ont tendance parfois à nous découper en plusieurs morceaux et à rendre difficile une forme de cohérence sur tous les plans. Et je pense surtout, effectivement, là où c'est le plus flagrant, c'est souvent entre la vie professionnelle et, on pourrait dire, la vie intime, familiale et également la vie spirituelle. Et puis, il y a une deuxième dimension dans cette on pourrait dire, morcellement de la vie, qui est celui entre l'idéal, on pourrait dire, et la vie réelle. Et ça, je pense que tous ceux qui ont en quelque sorte un idéal élevé dans la vie font le constat qu'on n'est jamais à la hauteur de son idéal. Et c'est quelque chose souvent d'assez démoralisant. Et comme dit la chanson, si je ne vis pas comme je pense, je finirai par penser comme j'aurais vécu. Donc il y a quelque chose ici, je pense, un enjeu un petit peu crucial dans toute existence humaine, qui est d'essayer d'être en phase le plus possible avec un idéal, avec l'idéal le plus élevé que l'on porte. Et je crois, et c'est ma vision du monde, que l'homme ne peut pas être heureux s'il ne vise pas un idéal élevé et si, dans la mesure possible, il ne cherche pas chaque jour à se rapprocher de cet idéal. Et je crois que c'est, peut-être on pourrait dire, quand je dis c'est ma vision du monde, en réalité ça n'a rien de très original. Je crois que c'est le lot commun de toutes les sagesses, que ce soit la sagesse occidentale, européenne, qu'on retrouve à travers la philosophie de Socrate, de Platon, d'Aristote, mais également de plein d'autres maîtres que sont les stoïciens, etc. Mais c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans des sagesses asiatiques et même chez certains sages du monde arabe. Donc, la vie heureuse, la vie bonne, c'est une vie qui nécessite des efforts, qui nécessite un idéal élevé, et finalement jamais l'homme ne peut être heureux dans la médiocrité, dans la paresse. On ne se satisfait pas finalement dans les plaisirs sensibles que sont en fait, ce qu'on appelle tout simplement les grandes concupiscences, le sexe, l'argent et le pouvoir. Et même si cela peut procurer des satisfactions ponctuelles, généralement, c'est quand même des choses assez dérisoires à l'échelle d'une vie. Une autre dimension aussi de ce morcellement, c'est souvent aussi parfois le passage de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. Moi, j'ai souvent beaucoup d'amis qui considèrent que par mes choix de vie, je n'ai pas grandi, que je suis resté peut-être un adolescent. Alors, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, ce n'est pas l'objet ici, mais simplement de vous dire que il est important d'une certaine manière dans notre vie peut-être de se souvenir des grandes promesses que nous avons prononcées. Je pense à ceux qui ont fait du scoutisme, à penser à la promesse scout. Qu'avons-nous fait de notre promesse scout? Qu'avons-nous fait des grands engagements que nous avons prononcés durant notre vie? Et qu'il est important finalement de ne pas y renoncer, même si on peut être parfois très éloigné de ces engagements, même si parfois on peut s'être comporté de manière très décevante. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints, ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui se relèvent toujours. Donc il est important finalement, voilà, dans cette ascension, moi je compare souvent ce combat de la vie. C'était on a dans le livre de Job, la vie de l'homme sur terre est un combat.
vita hominis super terram militia est. Cette vie est un combat permanent, elle est comme l'ascension d'une montagne, et donc dans ce grand chemin, eh bien finalement, il est fréquent que nous soyons tentés de nous arrêter, de changer de route, de rebrousser chemin. Il est fréquent que nous tombions. Voilà. Mais le plus important, finalement, c'est la vertu de persévérance. C'est de garder toujours au fond de notre cœur l'idéal à atteindre, l'objectif vers lequel on tend, et de ne jamais renoncer finalement au sommet. Alors, je vais commencer un petit peu par me présenter aussi dans ce numéro 0 de Retour au réel. Qui suis-je? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens donc dans mon parcours d'une famille qui n'est pas catholique. J'ai grandi au sein d'une famille, on pourrait dire, de la classe moyenne. Mon père était antiquaire, ma mère vétérinaire. J'ai grandi à Paris. J'ai été une partie de ma scolarité à l'école publique. Et puis, un peu plus tard, par la suite, j'ai continué ma scolarité dans l'enseignement privé. Donc, j'ai pas été baptisé par mes parents. J'ai été très tôt initié à la fois à une curiosité spirituelle sur toutes les religions, et puis par des voyages qu'on a fait en famille, notamment voilà, autour de l'hindouisme, puisque mon père était spécialisé sur les textiles anciens d'Asie et d'Inde, et puis également au Maghreb, puisqu'on a fait beaucoup de voyages au Maroc et en Tunisie, également dans le cadre de l'activité professionnelle de mon père et des vacances familiales. Une de mes premières fascinations et impressions religieuses, c'était un de mes amis d'école primaire qui était juif orthodoxe, une famille très pratiquante. Et à cette époque-là, voilà, mon souhait était de me convertir au judaïsme. Alors, on m'a expliqué que c'était quelque chose qui était impossible, ou en tout cas très difficile. Et puis, finalement, assez rapidement, par la suite, je me souviens plus pas vraiment de cette phrase-là prononcée, mais mes parents m'ont souvent rappelé. J'ai dit à mes parents que de la même manière où les Indiens étaient hindous, où les Marocains étaient musulmans, eh bien, en tant que Français, je ne me voyais pas être autre chose que chrétien. Et donc c'est là que j'ai fait part à mes parents d'une demande de baptême. J'étais baptisé à l'âge de 10 ans. Assez vite, j'ai perdu la pratique religieuse au contact, on pourrait dire, de ce qu'on pourrait appeler l'église moderne, dans ce qu'elle peut avoir de mièvre, de cucu, d'assez grotesque. Moi, j'avais l'impression, quand j'étais en 6e, 5e, qu'on nous faisait chanter vraiment des chants pour élèves de maternelle. J'avais plus trop l'âge de faire du coloriage. Je trouvais tout ça un peu finalement, ça correspondait pas vraiment à mes attentes de petit garçon. Et donc du coup, voilà, j'ai quitté un petit peu la pratique religieuse pour finalement me tourner vers toutes les choses voilà, qui étaient à la mode quand j'étais adolescent. C'était la période où les adolescents écoutaient du black metal, où on avait des personnes qui se grimaient en gothique, etc. Donc j'étais assez fasciné par toutes ces choses-là, qui étaient souvent d'ailleurs un peu satanistes, même si je pense que c'était beaucoup de la provocation et de la blague, et pas vraiment un satanisme réel et profond, que je pense plus présent dans la société de consommation qu'au Hellfest. Et du coup, sur ces années, qu'est-ce qui m'a fait revenir à la foi? C'est principalement le scoutisme, la fréquentation en quelque sorte de jeunes qui incarnaient à la fois une forme de grande vitalité, plutôt assez saine, de fierté, de christianisme assumé, et puis en fait toute l'imagerie qu'il y avait dans le scoutisme, en tout cas là où j'ai pratiqué mon scoutisme. Je me souviens dans le local scout dans lequel j'étais, il y avait beaucoup d'affiches d'un grand dessinateur, je vous invite à découvrir, qui s'appelle Pierre Joubert, et ce sont des affiches magnifiques, souvent très, très exaltantes, où on voit voilà, des chevaliers, mais aussi des jeunes garçons de 14-15 ans, mener des aventures extraordinaires dans la jungle,
etc. Et voilà, souvent toujours mis en relief en comparaison avec les chevaliers. Donc tout ça m'avait beaucoup exalté. J'avais un père qui m'avait lu beaucoup de livres d'aventure. Et c'est ça, d'une certaine manière, qui m'a un petit peu fait revenir à la pratique religieuse, même si j'avais jamais perdu vraiment la foi à proprement parler. Et ça a été quelque chose de très fort et un déclic très important quand j'ai découvert la messe en latin, la messe traditionnelle, parce que c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, je n'y connaissais rien, tout ça était quelque chose d'extrêmement étrange. Je me souviens que la première fois où je suis allé à une messe en latin, quand quelqu'un se grattait l'oreille, je faisais mon signe de croix parce que je pensais qu'en gros c'était le moment de le faire. Je n'avais aucun repère, je n'y comprenais rien, mais j'étais fasciné par cette beauté, par cette splendeur, et voilà, c'est de cette fascination-là, en quelque sorte, qui a permis, voilà, petit à petit, de nourrir ma foi, de l'approfondir, et ça a été quelque chose de très fort pour moi à l'âge, on pourrait dire, de 17, 18, 19 ans, puisque assez vite j'ai souhaité donc rentrer au séminaire. Donc j'ai été séminariste. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire? C'est un lieu où on se forme pour devenir prêtre. Et en voulant me former pour devenir prêtre à cet âge-là, je suis resté, donc je rentre au séminaire à 20 ans, et j'y suis resté 3 ans, et donc j'ai étudié à cette époque-là à la fois, donc c'était des cours assez généraux déjà d'initiation, d'introduction, et puis ensuite donc autour de la spiritualité, des écrits des saints, et ensuite des cours de philosophie. Je quittais le séminaire avant les études de théologie. Et dans ces années, j'ai appris aussi à mener une vie relativement ascétique, puisque au séminaire, on se lève tous les matins très tôt pour prier, pour chanter des offices. On a un rythme de vie finalement presque monastique. Je n'irai pas jusqu'à le comparer complètement à celui des moines bénédictins, mais voilà, il y a quand même 4 offices par jour qui sont chantés ou lus dans la journée en communauté. Il y a des repas en silence, il y a la messe tous les jours, un lever assez tôt, un coucher assez tôt également. Voilà. Et donc ces années, en quelque sorte, ont été très formatrices, m'ont beaucoup apporté en termes de rigueur, de cadre de vie. Et évidemment, je n'ai pas maintenu ce cadre de vie dans son intégralité, parce que ce serait ridicule et absurde. Mais cela m'a appris, on va dire, à exiger d'une certaine manière une certaine hygiène de vie. Et ensuite, donc en sortant du séminaire, j'ai repris des études de philosophie qui donc ont commencé par un institut de philosophie privé qui s'appelle l'IPC à Paris, avec un rythme finalement assez proche de celui d'une classe préparatoire, des cours toute la journée, assez exigeant, mais très intéressant, touchant vraiment à tous les domaines dans l'histoire de la philosophie notamment, avec une approche très approfondie de la philosophie de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, et puis beaucoup de cours de méthodologie, de logique, de rhétorique, etc. Et après ces études donc, de philosophie qui correspondaient à une licence, j'ai poursuivi donc en master à la Sorbonne. Et donc là, j'ai découvert voilà, des thématiques plus universitaires, vraiment le monde universitaire tel qu'il est. Ça m'a beaucoup intéressé, mais je ne me voyais pas du tout finalement rester en permanence à travailler dans une bibliothèque pour préparer une thèse de doctorat. Donc j'ai arrêté mes études de philosophie à ce niveau-là, et j'ai bifurqué dans la communication et le journalisme. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses dans le cadre de ce Master 2. Et à la fin de ce Master 2, j'avais un stage de fin d'études qui durait quasiment presque 1 an, et qui m'a d'une certaine manière un peu dégoûté de la publicité, parce que ce que j'ai découvert à travers ce stage était finalement un peu à l'encontre totale de ce que j'espérais, de la manière peut-être d'une certaine manière dont je m'étais construit. Et du coup, ce qui me fait, encore une fois, vous reparler ici de cohérence et de retour au réel. Pour vous parler brièvement de cette expérience, j'y reviendrai peut-être dans d'autres épisodes plus en détail, mais je travaillais à l'époque pour une grande marque automobile premium, enfin, dans une agence de publicité, et les objectifs du client, en fait, en début d'année, étaient donc d'augmenter évidemment ses ventes, et comme on peut dire le marché
des CSP+, donc des gens qui ont un fort capital, étaient saturés parce que ces gens-là avaient tous déjà une voire deux voitures. Eh bien, il fallait descendre un petit peu de cible dans les classes moyennes. Et en essayant de cibler un peu ces classes moyennes, en fait, on leur vendait d'une certaine manière du rêve, parce que, les véhicules qu'on vendait, en fait, n'étaient pas, les moteurs n'étaient pas construits par le constructeur, mais par un motoriste, on va dire plus, non pas forcément bas de gamme, mais un motoriste en tout cas qui était en dessous de cette grande marque automobile. Et puis, finalement, donc voilà, on vendait finalement euh, une carrosserie de luxe, mais sur un moteur assez classique. Et puis, en fait, on vendait un rêve. On vendait, et ces gens-là, en fait, comment est-ce qu'ils achetaient une voiture? Ils l'achetaient à crédit, sur des locations longue durée. Et j'ai pu voir en regardant un peu autour de moi, souvent ce que ce type de crédit provoque dans l'existence des gens. Eh bien, ce sont parfois voilà, des endettements tellement énormes qui déclenchent des réactions en chaîne qui vont jusqu'au divorce et parfois même jusqu'au suicide. Et je ne me voyais pas faire ce métier-là. Voilà, je ne voyais pas finalement vendre un mensonge simplement à des gens pour qui ce mensonge était, était en quelque sorte mortel, au moins potentiellement mortel. Alors, vous allez peut-être dire, je dramatise, je me fais un cas de conscience avec des petites choses, c'est possible. Encore une fois, je ne critique pas intégralement forcément le métier publicitaire. On est dans un monde finalement où le marketing est omniprésent et où il est nécessaire parfois de l'utiliser pour se démarquer, pour servir des projets aussi au service du bien commun. Mais dans mon cas, voilà, cette expérience en tout cas m'avait assez vite dégoûté. J'avais très vite senti justement ce malaise de l'incohérence. Hein. C'est-à-dire finalement, par la philosophie, par des lectures, par des engagements militants, avoir une certaine vision critique de la publicité, de la société de consommation, du capitalisme, et puis de l'autre côté finalement en être un de ses représentants, de ses artisans, de ses serviteurs en quelque sorte, ça m'était insupportable et j'en suis tombé même malade, quasi physiquement, enfin je vivais ça très très mal, ça m'était insupportable. Et donc du coup, ça m'a fait bifurquer dans un domaine tout autre, qui est le domaine de l'enseignement, parce que justement grâce par le scoutisme, notamment, alors j'ai été fils unique, hein, donc j'ai pas eu de petit frère ni de grand frère, mais par le scoutisme finalement j'ai eu cette expérience de grand frère, de transmettre à des plus jeunes que moi, et c'était une expérience très forte, à laquelle j'accordais beaucoup d'importance, et je pense que c'est peut-être le fil rouge de ma vie jusqu'à présent, la transmission. Et du coup j'ai pensé à l'enseignement, j'y avais déjà pensé avant. Je détestais l'école, j'ai toujours détesté l'école, et d'une certaine manière, toujours aujourd'hui, j'ai eu en quelque sorte non pas une dent contre l'école, je pense que on est obligé de passer par l'école, malheureusement. En tout cas, la formation et l'apprentissage, ça me semble quelque chose d'absolument nécessaire. Je pense que l'école a souvent, en tout cas l'école en France, est quelque chose de très sclérosé, euh, bon, dans bien des cas, ne fait pas forcément toujours de dégâts, mais par rapport à ce qu'on pourrait faire peut-être avec une éducation plus adaptée, plus inventive, plus créative. Et bien souvent avec l'école, on passe à côté en quelque sorte et on n'utilise pas, on ne développe pas des talents, des potentiels qui pourraient être développés si on s'en donnait les moyens et si on ouvrait en quelque sorte des portes. Mais c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi de cette digression. Donc moi, enfant, j'ai détesté l'école parce que j'étais pas un très bon élève, j'étais pas le dernier de la classe, mais j'étais pas non plus. J'ai souvent été un élève un peu médiocre et je m'ennuyais profondément à l'école et je m'étais juré, je me souviens un jour, de ne jamais être professeur parce que je ne voulais pas torturer d'autres enfants comme moi j'avais eu le sentiment de l'être. Puis j'avais été un élève assez turbulent, je me suis fait renvoyer d'un certain nombre d'écoles, j'étais quelqu'un d'un peu insolent, voilà. Mais les expériences pour le coup de transmission, de finalement d'essayer peut-être justement d'épargner à des plus jeunes que moi ce que j'avais détesté à l'école et de leur faire passer finalement peut-être quelques perles, quelques trésors que j'avais pu recevoir à travers mon parcours, mon expérience et qui animait mon idéal, en particulier dans cette dimension aussi de conversion, de choix de vie. Parce que cette conversion que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est pas simple, enfin c'est une conversion évidemment profonde, à la foi catholique,
Mais il y a aussi une dimension, une conversion intellectuelle, une conversion qui touche tous les domaines de la vie. Je renie pas du tout l'éducation que mes parents m'ont donnée, et d'une certaine manière, elle a en quelque sorte sans doute permis, préparé cette conversion, mais mes parents n'étaient pas des gens qui politiquement étaient particulièrement investis, engagés, marqués. Enfin, c'est même des gens qui, dans leur jeunesse, ma mère a été au Parti communiste quand elle était plus jeune, mon père a fréquenté des milieux anarchistes, etc. Donc j'ai pas grandi finalement dans un univers intellectuel et politique comme celui dans lequel je vis aujourd'hui. Et donc, moi, mon idée, c'était de transmettre à ces enfants euh, peut-être en quelque sorte les éléments qui leur permettraient le plus de se construire et de devenir intégralement des hommes, au-delà des savoirs, même si les savoirs sont importants et que le premier rôle de l'école, c'est évidemment d'apprendre des choses. Mais que cet apprentissage, en quelque sorte, n'est pas à lui seul, en quelque sorte, ne suffit pas. Alors je reviendrai, on traitera, j'espère, ensemble des thématiques autour de l'éducation, autour de l'école. Euh, C'était simplement pour vous dire qu'une partie importante de mon parcours, parce que j'ai été enseignant pendant 8 ans, professeur de français au collège et de philosophie au lycée, a été quelque chose de très important, de très enrichissant dans mon existence. Et j'ai quitté ce métier il y a moins d'un an pour m'engager pleinement dans une association que j'ai créée il y a 10 ans, qui s'appelle Academia Christiana, qui est aussi, elle aussi une association qui se consacre à la transmission à la fois éducative et culturelle et spirituelle. Et donc, voilà, donc pour devenir finalement un, engagé à temps plein dans cette association. Le contexte de l'actualité médiatique fait que cet engagement est aujourd'hui remis en question par une menace de dissolution par le ministère de l'Intérieur, mais voilà, ce n'est pas l'objectif ici de traiter cette question. Je vous renvoie à différentes interventions que j'ai pu donner dans les médias à ce sujet. Et voilà, c'est aussi l'occasion de dire que ce podcast n'est pas le podcast d'Academia Christiana ou de Victor Aubert en tant que président d'Academia Christiana, c'est un podcast plus large. Évidemment, Academia Christiana, c'est une partie de mon existence très importante, hein, puisque c'est 10 ans d'engagement bénévole à temps complet et quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et enrichissant. Mais ce n'est pas... voilà, enfin, ma vie ne se limite pas non plus à cela. Et puis, peut-être dernier élément un peu pour me présenter, c'est la dimension du mariage. Je me suis marié assez tôt, à l'âge de 24 ans, avec une jeune femme qui avait 4 ans de moins que moi, que j'ai rencontrée au cours de mes études, avec laquelle je suis toujours marié. Et nous avons eu 3 enfants, et cette expérience du mariage qui dure donc depuis 9 ans, on va fêter nos 10 ans de mariage cette année, est quelque chose d'assez incroyable, d'assez bouleversant dans une existence. Ça change tout, parce qu'on vit plus pour soi, on partage quelque chose avec l'autre, et puis viennent les enfants, et les enfants finalement c'est quelque chose qui donne peut-être une deuxième raison de vivre, peut-être même une raison de vivre encore plus importante finalement que sa propre vie, que ses propres engagements personnels. Je vous avoue que certains jours, certains soirs, quand parfois le désespoir peut me guetter, eh bien c'est quand même toujours le sourire de mes enfants qui me redonne courage et force. Voilà, j'ai fini de parler de moi. Je ne vais pas vous raconter ma vie en long, en large et en travers. Je vais évoquer maintenant peut-être un petit peu le cadre et le contexte de ce podcast autour d'une vision du monde. Et je suis quelqu'un d'un peu sceptique. Alors qu'est-ce que ça veut dire sceptique, hein? C'est un gros mot de la philosophie. Un sceptique, c'est quelqu'un qui considère que la vérité n'est pas atteignable. Alors, il peut y avoir des degrés de scepticisme, je ne suis pas un sceptique absolu, je suis un sceptique relatif, je considère simplement que il y a des grandes vérités qui sont atteignables, mais ces grandes vérités, elles sont finalement, elles ont été répétées, c'est les vérités à la fois que détient l'Église, mais qui sont aussi
reformulée tout au long de l'histoire par les grands sages, les grands philosophes, le fait que l'homme est une âme, euh, que ce que je vous disais au début, que l'homme ne peut être heureux que lorsqu'il vise un idéal élevé, etc., etc. Mais en dehors de ces grandes vérités, finalement, dans le détail, j'ai une tendance effectivement à être quelqu'un d'un peu sceptique. C'est-à-dire que j'écoute avec beaucoup de curiosité et d'intérêt différentes théories, différentes visions, mais j'ai du mal à les considérer comme des absolus. Je pense notamment, par exemple, à la philosophie politique. J'ai beaucoup lu de philosophie politique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Évidemment que j'ai des auteurs qui me parlent davantage que d'autres, mais j'ai du mal, si vous voulez, à voir dans un auteur, dans une théorie politique, dans un régime politique, quelque chose qui serait infaillible, qui serait une vérité qu'on pourrait qualifier de dogmatique. Je ne suis pas un relativiste. Un relativiste, c'est quelqu'un qui considère finalement que toute vérité se vaut, ou que tout est question finalement de contexte historique. D'une certaine manière, voilà, à une époque, à Rome, quand il y avait un condamné à mort, on le brûlait en place publique et on fêtait ça autour d'un grand banquet. Et puis aujourd'hui, la peine de mort nous paraît comme quelque chose d'extrêmement cruel, barbare, etc. Donc finalement, en fait, à chaque époque, sa morale, sa vision, etc. Non, ce n'est pas du tout ce que je pense qu'il y a des choses qui sont des absolus à travers les époques, qui sont des vérités, on pourrait qualifier de transcendantes, d'éternelles. Pour revenir sur ma vision du monde, je pense que ce qui la caractérise peut-être le plus, c'est que nous sommes dans une époque qui me semble, c'est une hypothèse que je vous soumets, correspondre à la fin d'un cycle. Certains s'inquiètent effectivement de l'accélération en quelque sorte d'un certain nombre de processus. Je pense notamment au processus de surveillance, un monde finalement comme sur le modèle un peu du crédit social à la chinoise, où toutes nos conversations sur nos réseaux sociaux, nos messageries privées sont analysées, sont enregistrées, sont accessibles à l'État ou à des sociétés privées, etc. Où tout va devenir finalement de plus en plus contrôlé, notamment aussi grâce au relais des intelligences artificielles, etc. Oui, c'est effectivement une tendance à courte échelle, il me semble, mais je pense qu'à long terme, tout cela risque de s'effondrer. En fait, je pense que nous avons atteint en quelque sorte la fin de la modernité, mais c'est toujours toute la difficulté de la question, c'est celle du délai. En quelque sorte, dans combien de temps tout va s'effondrer? Et puis comment, en quelque sorte, tout va s'effondrer? Alors, déjà, je pense que l'effondrement a déjà commencé, et il suffit juste simplement de regarder autour de nous pour le constater, et que la modernité, qui recèle d'un grand nombre de promesses, finalement, n'a pas tenu ses promesses. Et on l'a déjà vu avec le XXe siècle et l'épisode des deux guerres mondiales, des totalitarismes, qui sont pour moi, je pense, des produits complets de la modernité, et qui ont mené à des boucheries. Et comme le dit Eichmann, comme le dit Gunther Anders dans son livre Nous, fils d'Eichmann. Donc Gunther Anders, c'est un philosophe juif qui écrit sur justement la Seconde Guerre mondiale et le système concentrationnaire nazi. Il considère finalement que les conditions de possibilité du système concentrationnaire sont liées non pas au national-socialisme et à une idéologie, mais au monde de la technique qui est apparu tout au long de la modernité et en particulier au moment de la révolution industrielle, et que cette société technicienne finalement n'a pas disparu. Et donc que le retour du pire, le retour de l'horreur, est toujours possible. Et donc je pense que l'effondrement est à la fois, nous sommes d'une certaine manière dedans, je pense que l'effondrement sera très lent, et je pense que d'une certaine manière, le monde moderne cherchera toujours à se maintenir comme
un horizon, de possibilités, un horizon qui continue à promouvoir un certain nombre de promesses. Et je pense en ce sens que le wokisme, le transhumanisme sont en quelque sorte les visages qu'a pris aujourd'hui la modernité. On l'appelle d'ailleurs souvent post-modernité, mais en fait, pour moi, la post-modernité, c'est juste simplement une modernité accélérée. Et c'est d'une certaine manière pour nous faire croire qu'en quelque sorte, il reste encore des directions dans lesquelles nous ne sommes pas allés. Et c'est toujours qu'est-ce que c'est que si je devais essayer de définir la modernité, c'est assez long et je pense qu'on esquissera des définitions de plus en plus précises au fur et à mesure des épisodes. Mais la modernité, on peut la caractériser quand même dans la foi dans le progrès. On pourrait dire finalement l'ancien monde regarde, on pourrait dire l'âge d'or comme étant l'âge idéal, hein, les époques anciennes comme étant des époques plus parfaites que l'époque actuelle, et la modernité regarde le futur comme étant un horizon d'amélioration. Et on considère souvent dans une optique moderne que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui, et que si finalement des inventions modernes, des changements propres à la modernité sont décevants, c'est parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans la modernité. Donc, en ce sens, le transhumanisme, qui au final est la promesse en quelque sorte que l'homme pourrait se libérer totalement de la nature, des déterminismes, qu'il pourrait finalement s'affranchir complètement de son corps, de ce que lui impose en quelque sorte la biologie, c'est-à-dire d'être un être sexué, masculin ou féminin, de pouvoir même changer d'apparence physique, tant sur la dimension des origines ethniques, etc., qu'on pourrait s'en affranchir complètement, qu'on pourrait être totalement libéré de notre corps, devenir qui on veut, et que cela constitue en quelque sorte l'apothéose, l'accomplissement du progrès, et ultimement la limite absolue, eh bien, c'est la mort. Hein. Il faudrait finalement être capable, en quelque sorte, de ne jamais mourir, et c'est ce que, on pourrait dire, un idéal que l'homme a toujours eu depuis l'Antiquité. Hein. On peut penser à Gilgamesh, aux élixirs d'immortalité. Hein. L'homme a toujours rêvé d'être immortel, et d'être immortel en quelque sorte dès ici-bas. Mais de moins en moins de gens croient à ces promesses de la modernité, et au final, je pense que tout ça va s'effondrer. Va s'effondrer pourquoi d'une part, à cause, je pense, du multiculturalisme et d'une explosion de mondes qui sont de moins en moins cohérents, où les gens vivent de plus en plus les uns sur les autres et ne partagent plus rien. Et puis d'autre part, un effondrement écologique, un effondrement technique, où dans un monde dans lequel les ressources sont finies et dans lequel on parie sur une croissance infinie, ne peut pas durer éternellement. Hein, ce sont un peu les principes mêmes, en quelque sorte, qui sont au cœur justement de la critique écologique. Alors, on va dire oui, très bien, mais ce que vous dites là, c'est quelque chose qui nous ramène en quelque sorte au Moyen Âge. C'est totalement à l'encontre, et c'est une critique souvent qu'on entend beaucoup à droite, c'est de dire oui, mais l'homme européen, c'est la puissance. L'homme européen, c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose de prométhéen. C'est d'aller défier les dieux, c'est de se développer, de conquérir le monde, etc. Oui, certes. Mais à titre personnel, mon idéal de vie n'est pas de revenir finalement à un monde dans lequel il n'y a que des blancs qui vivraient comme à l'époque des Trente Glorieuses. Parce que je pense que le monde était déjà pourri dès les Trente Glorieuses. Et mon idéal, c'est celui de l'homme enraciné. Et je préfère un noir, un chinois, un asiatique, un homme finalement enraciné dans sa culture, dans sa tradition. En fait, je me sentirais d'une certaine manière plus proche d'un homme enraciné dans sa culture, dans sa tradition, dans, dans un univers culturel qui est riche et profond, que un blanc, qu'un français qui serait totalement décérébré par la société de consommation, abéti totalement
par les médias, par des musiques absurdes et avilissantes. Et ce que je dis est en plus quelque chose de vécu. Hein. Il m'est arrivé voilà, de faire des rencontres de personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas mes origines, ma couleur de peau ni mes origines, mais qui sont des personnes vraiment enracinées, qui connaissent leur culture, qui ont un attachement profond à l'endroit d'où elles viennent. Et finalement, je me retrouve plus dans ces personnes parce qu'au final, c'est toujours cette quête de racines, qui n'est pas une quête de racines pour les racines, parce que c'est absurde de vénérer les racines, hein, mais les racines, c'est ce qui me permet justement de monter vers le ciel. Et c'est peut-être ce qu'il peut y avoir de commun, malgré parfois des quêtes religieuses et spirituelles qui peuvent être différentes, prendre différentes formes, mais voilà en quoi je me sens, mon idéal est celui de l'homme enraciné. Et évidemment que j'ai toujours une certaine forme de pitié et d'amour pour mon peuple, même s'il est parfois sali, même s'il est parfois très éloigné de ses origines, de tout. Et je pense, encore une fois, je pense que ceux qui me connaissent savent que c'est une phrase que je répète un peu tout le temps, hein, mais que le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Et que plus on va avancer en quelque sorte dans le déracinement, et bien plus les Français de souche seront en quête de racines, et c'est déjà le cas. Et plus effectivement, eh bien, il est important que nous trouvions les moyens de nous réenraciner. Donc ma problématique tout au long de ces podcasts sera de comment sortir de la mondanité, mais sans revenir au Moyen-Âge. Si on regarde effectivement à court terme et avec les outils politiques contemporains, il me semble que tout est grosso modo verrouillé. C'est un peu les discussions que j'ai avec pas mal d'amis, et c'est des discussions parfois qui me fatiguent un peu, et surtout je voudrais que les amis qui m'écoutent ne le prennent surtout pas mal, hein. C'est pas contre eux, c'est le sujet de conversation qui me fatigue et non pas eux. Mais de dire, voilà, oh, regarde Victor, de toute façon, voilà, c'est Davos qui nous gouverne, de toute façon, les élections, on nous remettra un nouveau Macron dans 5 ans. Tout est foutu parce que de toute façon la crise migratoire ne fera que s'empirer, il n'y a aucune porte de sortie, de toute façon voilà, tout est verrouillé par l'idéologie de la Révolution française, des droits de l'homme, etc. etc., etc. Donc oui, certes, si on regarde la politique, tout semble à court terme, je dis bien à court terme, foutu, verrouillé, inaccessible. Donc que faire ? Eh bien, que faire pour sortir de la mondanité sans revenir au Moyen-Âge ? C'est déjà commencer par se changer soi-même. Et je crois qu'on a encore quelques marges de liberté. Elles sont peut-être petites, mais néanmoins elles existent. Et puis, si en fait, d'une certaine manière, à un moment donné, on nous ôte toute liberté, eh bien, rappelez-vous qu'on gardera toujours notre liberté intérieure. C'était Sartre qui disait qu'on n'avait jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande. Qu'est-ce que Sartre voulait dire ? Non pas que les Allemands étaient des grands libéraux, non, ce n'est pas ça. C'est simplement que même avec un couvre-feu, etc., eh bien, finalement, vous gardez toujours votre liberté intérieure, votre liberté profonde, et que même sous la torture, vous pouvez toujours refuser d'embrasser en quelque sorte les idoles que l'on vous force, devant lesquelles on vous force de vous prosterner. Donc ce retour, en quelque sorte, cette manière d'agir, d'échapper en quelque sorte au rouleau compresseur, à ce qui semble inéluctable, aux titans en quelque sorte qui sont face à nous, c'est déjà de changer les choses dans sa propre vie, et ce sera le sujet de chacun des prochains épisodes. Ça passe effectivement parce que retour à un mode de vie sain, et je détaillerai, j'expliquerai ce que je définis à travers un mode de vie sain. Ça passe par la famille, ça passe par la spiritualité, ça passe par la communauté, ça passe par l'enracinement. Et donc, on essaiera de travailler, j'espère, au cours des prochains épisodes, ces questions-là. J'arrive à la fin de ce premier podcast, ce premier épisode. J'espère qu'il n'a pas été désagréable à écouter. J'espère que ce que j'ai évoqué pourra
vous interpeller, vous faire réfléchir. Et ce que je vous demande, un peu comme exercice, en attendant le prochain podcast qui reviendra dans une semaine, eh bien, c'est de me faire part dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux, ou même en m'envoyant des messages sur mes messageries de réseaux sociaux, eh bien, de vos commentaires, de vos remarques, des sujets que vous aimeriez traiter. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez été déçu, dites-moi si je dois faire des efforts sur le plan de la forme. J'ai choisi de parler sans lire un texte, sans notes. Donc voilà, c'est peut-être parfois un petit peu... Il y a sans doute des choses un peu naturelles, des moments d'attente, etc. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus dynamique. Donc voilà, faites-moi vos retours sur la forme, sur le fond, sur les sujets que vous voulez aborder. Et puis voilà, c'est effectivement plus motivant quand on fait ce genre de choses qu'il y ait un petit peu d'écoute et que ça fonctionne. Donc je vous invite, si ça vous a plu, à partager, à m'aider à faire connaître ce podcast. Hein, c'est tout nouveau, j'ai pas de grand relais médiatique. Donc je vous confie cette tâche. Si tous ces sujets vous semblent importants et cruciaux, eh bien je vous invite voilà, à partager ce podcast. À bientôt, chers amis, sur le retour au réel.